Souvenez-vous des premiers jours de la guerre, quand une partie de la région de Kiev était encore occupée par les troupes russes. Les chaînes de télévision russes sont remplies de reportages triomphants sur la chute imminente de la capitale ukrainienne. Et souvenez-vous aussi de qui était le principal héros de ces reportages. La plus grande part de la gloire revenait au régiment Akhmat. Les propagandistes russes vantaient souvent sa bravoure, agaçant terriblement de nombreux correspondants travaillant dans la zone des combats. Mais après 1000 jours de guerre, la situation n'a pas beaucoup changé. Lors du début de l'opération de Koursk des forces armées ukrainiennes, le commandant Akhmat s'est révélé être à nouveau le principal et unique défenseur médiatique du territoire russe. Apti Alaoudinov, qui donnait et donne encore des interviews, apparaissait et apparaît toujours sur les chaînes fédérales, informant le public sur le déroulement des opérations militaires. Son unité tente d'éviter la ligne de front, ce que même les correspondants de guerre russes reconnaissent, bien que nous sachions qu'elle essaie de le faire franchement. Et donc la question se pose, pourquoi le Kremlin a-t-il misé et mise-t-il encore sur les Kadyrovtsi ? Pourquoi, en fait, le seul commandant militaire médiatique est-il le général-lieutenant Alaoudinov ? Analysé, il n'y a tout simplement pas d'autres célèbres commandants militaires dans les médias russes. Intéressant. Le Kremlin fait délibérément des Kadyrovtsi qui ne se battent pas vraiment, des défenseurs de la patrie, ce qui augmente la tension interethnique parmi les Russes qui, eux, se battent réellement. Parlons-en. Je ne salue pas. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié les Tchétchènes de héros, faisant preuve de bravoure et d'un courage exceptionnel lors de l'opération spéciale. Ces polyvalents du front lancent et abattent des drones, neutralisent l'ennemi et anticipent ses manœuvres pour le placer en position défavorable. L'unité Akhmat se compose de combattants brillants, maîtrisant l'art militaire et dotés d'un immense courage. Dans les forces spéciales Akhmat, les opérateurs de drones surveillent le ciel 24 heures sur 24 et leur cible principale, c'est l'infanterie. À chaque fois, ils inventent une nouvelle tactique pour surprendre les combattants ennemis. Les forces spéciales tchétchènes sont les plus redoutées par les nationalistes et les fascistes. En Tchétchénie, servir dans les forces de l'ordre est considéré comme le plus grand honneur. Ces hommes courageux, de véritables héros, accomplissent des missions pour assurer la sécurité des habitants de la région de Briansk et de tout le pays, a souligné Alexandre Bogomaz. Il est à noter qu'un grand nombre de combattants tchétchènes sont actuellement en première ligne pour protéger les frontières et défendre les intérêts de la patrie. Le régiment Forces spéciales Sever Akhmat, créé il y a un peu plus d'un an, s'est imposé comme une unité accomplissant efficacement des missions de combat dans la zone de l'opération militaire spéciale. Il est également frappant de constater que l'on façonne des héros nationaux parmi les Kadyrovtsi précisément au moment où le degré de tension interethnique dans la société Z est objectivement assez élevé. Et ce n'est pas une opération spéciale d'information et de psychologie ukrainienne. Les médias militaires russes discutent des passages à tabac de locaux à Anapa par un parent d'Alaoudinov, qui l'a rapidement défendu. On découvre que, via différents régiments Akhmat, des voleurs dans la loi sont systématiquement libérés. Emin Akhmedov, purgeant une peine pour meurtre commandité, a été libéré selon le schéma tchétchène. Elle fonctionne de la manière suivante. Il faut verser environ $1 million au fonds Kadyrov et signer un contrat avec le régiment Akhmat. Ensuite, tu restes dans la région de Rostov, dans un appartement loué pendant 6 mois en attendant que ton contrat prenne fin. Eh bien, après cela, tu es un homme libre et en plus, un héros de ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale. Selon Beslan Karimov, trésorier en fuite de l'équipe d'Adama Delimkhanov, ce schéma permet à des criminels d'être libérés tandis que la famille Kadyrov s'enrichit. Donc ce n'est pas une opération spéciale d'information ou psychologique. Bon, c'est lui, comment il s'appelle, Alihan, qui s'est installé comme adjoint de ce fils. Son père vit en cavale depuis 25 ans. Eh bien, le mari de ma sœur, c'est notre beau-frère. Il a littéralement réglé cette question hier. Il n'est pas nécessaire d'aller nulle part. Nous avons des gars dans la région de Briansk. Il va rester à la maison pendant plusieurs mois, puis ils l'enverront. Là-bas, les gars vivent carrément comme dans une station balnéaire. Ils louent un appartement, ils amènent des filles là-bas. Au front, c'est totalement exclu. Pour le père d'Ali Khan, ils ont dit 8 mois. Donc, on compte 4 mois. Si tout se passe bien, 4 mois. S'il y a des questions, on ne sait jamais. 8 mois maximum d'affilée, mais il n'aura pas besoin d'aller nulle part. Ensuite, de plus en plus de détails apparaissent en ligne sur la façon dont les Kadyrovtsi, proches du chef de la République, commencent à s'en prendre aux choses les plus sacrées, essayant de prendre le contrôle de l'extraction et du raffinage du pétrole. Je passe devant l'épicerie avec mes 3 enfants. 2 Tchétchènes passent. Il me suit en sifflant. Je me retourne et lui demande s'il me siffle. Il rétorque « Pourquoi j'ai pas le droit ?» Oh, je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit. Je lui ai demandé s'il avait une mère et une sœur à la maison, s'il savait ce que ça faisait. Il me dit qu'il travaille dans une raffinerie de pétrole, que les raffineries embauchent des gens comme lui, ceux qu'ils amènent ici. La raffinerie de pétrole de Krasnodar est sous le contrôle des Kadyrovtsi, qui terrorisent les habitants, provoquant même des protestations.
La situation est similaire avec les gisements de pétrole du district autonome de Yamalo-Nénétsie. Les Kadyrovtsi rétablissent activement la pratique de la protection de divers types d'entreprises et ne le cachent absolument pas. Tout le monde a observé la tentative de prise de contrôle de Wildberries. Il n'y a rien de nouveau dans cette situation. C'est un secret de Polichinelle que le chef de la Tchétchénie étend son empire commercial, et presque toujours par des méthodes illégales. Voici une photo de l'entrée principale d'un des plus grands complexes sidérurgiques d'Ukraine, nommé d'après Ilitch dans Marioupol occupé. Le lien entre Kadyrov et l'inscription Akhmat Silla est simple à comprendre. Les combattants de la République populaire de Donetsk ont perdu la vie à Marioupol pour que le complexe sidérurgique soit remis à Alachou Dadachev, un homme d'affaires tchétchène proche de Ramzan Kadyrov. En fait, tout le business de plusieurs milliards lié à la production de métaux sur les territoires ukrainiens occupés est revenu précisément au clan Kadyrov. Kadyrovski, c'est un soldat de Kadyrov. Pensez-vous aussi qu'ils sont des criminels de guerre? Ils agissent comme un État séparé. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'obéissent à personne. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vivent selon leurs propres lois. Ils se sont inventés une loi à eux et ils vivent selon cette loi. Magomed Gadjiev, qui a fui la Russie en 2023, est peut-être méconnu de certains. Député de la Douma d'État, fervent partisan de l'opération militaire spéciale au début de la guerre, il aidait les combattants russes et les autorités d'occupation à Donetsk. Cependant, suite à un conflit avec Souleyman Kerimov et d'autres problèmes, le député a quitté la Russie. Mais il nous intéresse en tant que personne profondément immergée dans les coulisses des petits rois du Caucase du Nord. Comme vous avez pu l'entendre, il confirme que Ramzan Kadyrov, chef de la Tchétchénie, gagne en autonomie en s'emparant de divers actifs. Mais le plus important, c'est qu'à mesure qu'il élargit sa base de ressources, il commence de plus en plus à accroître aussi son poids politique. Ces personnes qui sont au sommet, les organes d'enquête dirigés par Bastrykine et Kolokoltsiev, ne sont pas à leur place. Vous avez sûrement entendu l'attaque publique de Kadyrov contre Bastrykine, chef du comité d'enquête, et Kolokoltsev, chef du ministère de l'Intérieur. Le prétexte officiel de l'indignation de Ramzan a été l'ouverture d'une affaire pénale contre un adolescent tchétchène de 14 ans, Muslim Mourdiev, qui aurait, ou peut-être pas, harcelé ses camarades avant de les frapper. Je dis aurait, pas pour défendre Mourdiev, mais parce que ces affaires semblent ridicules. Le ministère de l'Intérieur ignore les activités ouvertes de rackets et d'assassinats commanditées des partisans de Kadyrov. Donner une peine criminelle à un garçon de 14 ans pour une bagarre reste possible. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est autre chose. Évidemment, l'intervention de Kadyrov pour l'adolescent n'est pas un geste de solidarité envers un compatriote, ni un acte de bienveillance pour protéger un enfant. Il s'agit clairement de gagner des points politiques auprès des musulmans. Nous en avons déjà discuté à maintes reprises. Il ne faut pas sous-estimer Ramzan, c'est un homme rusé et calculateur. L'affaire avec Mourdiev est une occasion de se forger une image de défenseur de tous les musulmans, car dans ce discours, il se présente comme l'avocat non seulement de Mourdiev, mais aussi des migrants d'Asie centrale. J'ai personnellement assisté à la discussion entre deux présidents, l'ouzbek et le russe, lorsqu'ils parlaient de la migration des ouzbeks vers la Russie. Il faut trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas gêner les ouzbeks qui vivent ici, il ne faut pas non plus qu'on les gêne, il faut trouver une langue commune et une solution commune ensemble. C'est-à-dire, vous comprenez, Kadyrov devient le protecteur de tous les frères musulmans en Russie, et avec les migrants, ils sont environ 25 millions. Ce n'est pas une mauvaise base électorale, réfléchissez-y. Ramzan passe simultanément à un niveau supérieur en attaquant les ministres de Poutine. En fait, c'est la première fois que le chef de la Tchétchénie se permet une attaque contre le plus haut échelon du pouvoir. Et je veux encore une fois souligner que cette audace ne passe pas inaperçue auprès des soi-disant patriotes russes chez qui la colère s'accumule pour tous les excès des frères du Caucase. Voici la déclaration d'Espagnola, membre d'un groupe terroriste russe en Ukraine. Espagnola, pour ceux qui ne le savent pas, est une organisation de supporters de football russes d'extrême droite qui sont partis au front. Et voici ce qu'ils écrivent. Quelques jours après la déclaration scandaleuse du chef de la 95e région envers le chef du ministère de l'Intérieur et du comité d'enquête de Russie, l'organisation militaire Espagnola est forcée d'intervenir dans le conflit. Nous nous estimons obligés d'exprimer notre soutien à Vladimir Kolokoltsev et Alexandre Bastrykine. L'organisation militaire Espagnola, avec toutes nos structures de soutien à l'arrière et les communautés de fans qui nous soutiennent, estime que Kadyrov Ramzan Akhmatovitch doit présenter des excuses pour les propos insultants adressés au chef des forces de l'ordre.
Ces derniers jours, les responsables fédéraux sont restés silencieux sur la déclaration scandaleuse de Kadyrov. Seuls 2 députés régionaux, Kousmakov et Klimov, ont exigé que le chef tchétchène présente des excuses à Bastrykine et Kolokoltsiev. Moins de 2 jours plus tard, des informations ont émergé sur des pressions psychologiques exercées sur ces députés de Krasnodar. Nous sommes indignés que, dans le cadre d'une Russie unie et indivisible, un seul et unique chef de région prenne régulièrement la défense de personnes impliquées dans des affaires criminelles. Eh bien, tout est dans le même esprit. Encore une fois, je veux dire que le comportement de Kadyrov, qui acquiert de plus en plus de subjectivité politique, irrite de plus en plus les combattants russes. Voici le truc. Après que de nombreux correspondants de guerre ont écrit que les hommes de Kadyrov ne combattent pas en première ligne. Après que l'information a émergé sur le fait que, par l'intermédiaire du régiment Akhmat, des voleurs dans la loi sont libérés. Apti Alaoudinov a évité les forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. Kadyrov a défendu les migrants, critiquant les ministres du comité d'enquête et du ministère de l'Intérieur. Un point reste incompréhensible. Pourquoi le Kremlin continue-t-il, à travers les médias, à créer pour les Kadyrovtsi l'image des principaux défenseurs de la patrie ? Héros de la République populaire de Donetsk, général, philosophe et mon ami. Une amitié dont je suis fier, comme je l'ai déjà dit. Nous vivons une époque où tout devient clair. Le bien et le mal se distinguent nettement. Les voiles tombent et la vérité se révèle. Apti Aronovitch, je suis très heureux de t'entendre. Je comprends qu'il y a des opérations militaires en cours là-bas en ce moment. Aujourd'hui, c'est un peu bruyant dans ta direction, donc je comprends et excuse-moi de te déranger. Attention, Apti Alaoudinov est le seul véritable militaire médiatisé dans les médias russes. Il n'y a pas d'autre comme lui. Soit des correspondants de guerre des chaînes fédérales, soit des combattants de passage qui donnent 1 ou 2 commentaires et ne réapparaissent plus à la télévision. Mais pourquoi le Kremlin ne comprend-il pas que cela provoque du mécontentement ? Ils comprennent. Seuls les moutons menés à l'abattoir, qui voient les Ukrainiens comme leurs ennemis jurés, ne menacent pas Poutine. Mais les militaires russes, qui possèdent une certaine notoriété et autorité, peuvent devenir une telle menace, tout comme Prigojine l'est devenu. Pourquoi je dis russe et non russien ? Parce que même Kadyrov, malgré son image gonflée, ne pourra pas rallier les citoyens russes. Encore une fois, comme l'a fait Prigojine, Apti Alaoudinov ne pourra pas organiser une marche sur Moscou. Son origine ethnique l'empêchera de recevoir du soutien. Il ne faut pas s'attendre à un accueil chaleureux à Rostov, contrairement à celui réservé à Evgeny Viktorovitch par les habitants. Malgré la promotion de l'idée des peuples frères en Russie, les Russes ne considéreront jamais les Tchétchènes comme des leurs. Ils restent toujours des étrangers, pour eux. C'est précisément pour cette raison qu'ils ne représentent aucun danger pour Poutine. Mais si, par exemple, chez Solovyov, apparaissait chaque jour un certain Ivan Bagrov, un officier russe qui disait la vérité crue et qui avait réellement participé au combat. À ses côtés, un vieux chauve bourré de botox pâlirait en comparaison. Et Poutine ne doit avoir aucun concurrent. Toute la gloire doit lui revenir uniquement à lui. En ce jour solennel, le jour de la Constitution, je veux vous souhaiter une bonne santé, encore une fois la santé, pour que vous vous rappeliez que la santé, ce n'est pas votre santé, mais la santé de la grande Russie. De plus, il ne faut pas oublier que Kadyrov, comme il le dit lui-même, est un loyal soldat de Poutine. C'est justement ce qui explique son impunité. Le dictateur du Kremlin croit vraiment qu'en cas de besoin, les combattants d'Akhmat viendront à son secours. En effet, comme nous le verrons, Ramzan a autant besoin de Vladimir Vladimirovitch que l'inverse. C'est précisément pour cette raison qu'à Moscou, on ferme les yeux sur les frasques de Kadyrov et qu'on lui permet plus de choses qu'aux autres. Mais il est également devenu évident récemment que Kadyrov cherche progressivement à élargir les limites de ce qui lui est permis. L'attaque contre Bastrykine, camarade de promotion de Poutine à l'université d'État de Leningrad dans les années 70, représente clairement un franchissement de ligne rouge. Et donc la question se pose, avec toutes ces attaques, l'émir rusé et expérimenté de Tchétchénie teste-t-il simplement les limites de ce qui est permis ou comprend-il qu'il est temps d'agir de manière plus agressive ? Avec Poutine, Ramzan agit ainsi et les autres, il ne les ressent même pas du tout. Il ne tient compte de personne d'autre. Sans Poutine, ils disparaîtront aussi. Quand il partira, le service fédéral de sécurité ne les gardera pas. Tu es sérieux ? Oui, si Poutine n'est plus là, c'est fini pour eux, c'est la fin. Ils iront vivre en Jordanie ou aux Émirats Arabes Unis. Seul Poutine les retient. C'est la dernière personne qui n'a pas peur. Les autres le respectent ou en ont peur. Ils ne parlent qu'avec Poutine. Les autres, ils les envoient chier. Ils ouvrent la porte d'un coup de pied et entrent où ils veulent.
Oui, ces paroles du député fugitif Gadjiyev, qui connaît bien les relations complexes entre les forces de l'ordre et Kadyrov, ne font que confirmer ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Ramzan sait que la protection de Poutine, arbitre entre différents clans, n'est pas éternelle. Il faut donc agir de manière proactive avant que cette protection ne prenne fin. Il renforce ses muscles en créant une armée de combat qui, notez-le, n'est pas envoyée dans les assauts locaux en Ukraine. Il étend son empire commercial, assurant à son clan un flux d'argent constant. Et voilà qu'il gagne des points politiques auprès de ses corps légionnaires, en jouant le rôle de défenseur de tous les musulmans, y compris les migrants. Il faut également noter que cet isolement de Ramzan se produit sur fond de frappes de drones contre divers sites en Tchétchénie. Bien sûr, tout cela n'ajoute pas de points aux soi-disant garants de la stabilité dans cette république. Rappelez-vous, nous avons discuté avec vous que Kadyrov avait demandé à installer des systèmes de défense anti-aérienne sur le territoire sous son contrôle dès 2022, comprenant que tôt ou tard, cela commencerait à le viser. Bien sûr, cette mesure préventive était nécessaire pour montrer à son entourage que depuis le début de la guerre, rien n'a changé et que la situation reste sous son contrôle. Cependant, Poutine n'a pas réussi à trouver de système de missiles anti-aériens supplémentaires pour la Tchétchénie. Et cela alors que l'armée russe utilise régulièrement les systèmes S-300 pour terroriser, par exemple, les habitants de Kharkiv. Il s'agit bien de terreur, car ce système a une précision très limitée contre des cibles au sol. Volodya possède des systèmes de défense anti-aérienne pour cela, mais pas pour protéger les dépôts de pétrole ou d'autres régions comme la Tchétchénie. Et c'est vraiment très étrange. En observant la couverture de la défense anti-aérienne russe, on remarque que le Caucase du Nord ne dispose d'aucune protection aérienne. Mais connaissez-vous l'aspect le plus étrange de ces frappes et leurs véritables objectifs ? Pendant la guerre, l'Ukraine a rarement mené des frappes visant des objectifs non militaires, mais plutôt politiques, comme la frappe contre le Kremlin. Le choix des cibles par l'armée ukrainienne se base toujours sur la pertinence militaire. Dépôts de munitions, bases pétrolières, raffineries, nœuds de communication, postes de commandement, etc. Il est important de souligner que l'université des forces spéciales à Goudermes, le régiment de police des forces spéciales à Grozny et les casernes du détachement mobile spécial Akhmat Grozny ne sont pas des cibles militaires légitimes. Toutefois, les drones sélectionnés pour ces cibles ne semblaient pas avoir une charge militaire adéquate pour causer des dommages importants. Il ne s'agit pas d'installations pétrolières vulnérables qu'une petite ogive pourrait détruire. On s'interroge donc sur l'objectif de ces actions. Quel est le nombre de Kadyrovtsi pouvant être atteints par ces actions et quel en est l'objectif final? Aussi étrange que cela puisse paraître, compte tenu des facteurs énumérés, il se peut que les principaux intéressés par de telles actions soient les adversaires de Ramzan Akhmatovitch qui vivent non pas en dehors, mais à l'intérieur de la Fédération de Russie. En effet, les drones sont apparus en République du Caucase du Nord juste après la tentative de prise de contrôle hostile de Wildberries. Est-il possible que quelqu'un parmi les concurrents commerciaux de Ramzan, par exemple ce même Kerimov, qui était en compétition avec lui pour un actif tel que Wildberries et contre qui Kadyrov a déclaré une vendetta, ait financé ces mêmes drones? Mais ce dont on peut être certain, c'est que l'émir de Tchétchénie comprend parfaitement que ses principaux ennemis se trouvent à l'intérieur de la Russie, et non à l'extérieur de ses frontières. En fait, c'est précisément ce qui explique sa tentative d'isolement politique. Je déclare officiellement une vendetta contre Barakoyev s'il ne prouve pas, ainsi qu'à Souleyman Kerimov et Kourbanov Rizvan. En tant qu'homme du Caucase et tchétchène, je reprends ce qui m'appartient et je rentre chez moi, avec des témoins. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que Ramzan développe activement des relations avec le monde extérieur. Récemment, il a visité les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite et la Turquie. Il emmène avec lui, lors de ses voyages à l'étranger, son fils et successeur Adam. Il faut souligner que lorsque les dirigeants des autres régions visitent d'autres pays, ce sont généralement des pays amis, comme ceux de la communauté des États indépendants. Cependant, Ramzan a la capacité de nouer des amitiés avec des représentants de pays qui, soyons honnêtes, font partie de la sphère d'influence américaine. Il existe des bases militaires américaines au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Turquie. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le chef de la Tchétchénie cherche de nouveaux protecteurs, mais il est certain qu'il essaie d'établir des liens avec le grand monde musulman en tant que représentant des musulmans russes. Mais voici ce qui est intéressant. Après la chute du régime d'Assad en Syrie, la Turquie, que Kadyrov a visité il y a 2 mois, est devenue un État qui non seulement a aidé à chasser les Russes d'un lieu stratégiquement important, mais s'est aussi transformé en un dominion qui met en pratique sa propre conception stratégique du Grand Ouran.
Je suis contre la politique d'Assad. Maintenant, puis là est venue une personne qui soutient vraiment la population. Avec lui, je pense que la Russie doit s'allier et je pense que ce sera juste. Il a complètement changé d'avis. Mais pour quelle raison? Que se passe-t-il autour de la Syrie? Nous savons tous très bien que sous le couvert de l'opposition dite modérée, des organisations terroristes ont également été préparées avec l'Occident et avec l'Europe. Et ils n'ont absolument pas pour objectif aujourd'hui de passer plus de temps, disons, dans les États de Syrie ou d'Irak. Ils ont accompli leur mission, ils ont créé une organisation terroriste puissante. Et maintenant, ils doivent rentrer chez eux et continuer à mener, comme l'a fait autrefois Al-Qaïda, des activités terroristes. Oui, une transformation rapide, surtout pour quelqu'un qui envoyait ses combattants soutenir Assad en Syrie. À quoi de telles déclarations peuvent-elles être liées? Ramzan s'oppose à nouveau ouvertement au Kremlin, admettant que le régime de Bachar el-Assad, maintenu uniquement par les baïonnettes russes, était antipopulaire. Et Joulani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham, il le qualifie d'homme qui soutient sa population. C'est magnifique, évidemment. C'est exactement au moment où toute la propagande russe pleure la perte de la Syrie, disant que des combattants soutenus par les Ukrainiens les ont remplacés. Les Ukrainiens, bien sûr, se réjouissent du malheur des autres, ce qui nous est extrêmement désagréable. Mais je ne peux pas écarter ici la question des Ukrainiens, alors que nous savons, en gros, qui occupe quelle position là-bas. Je ne veux pas prêcher pour la paroisse de Zaboudanov, mais il est impossible d'écarter cette question. C'est autre chose. Ils les ont engagés. Ce sont les Américains qui les ont engagés. Un groupe international sérieux, vraiment très sérieux, professionnel, a préparé cette armée. Les Ukrainiens y ont joué le rôle de spécialistes engagés. Dans la vidéo précédente, nous avons dit que le destin de la Syrie dépendrait du peuple ordinaire. Et il a vraiment dit son mot, ce dont je suis infiniment heureux. Et l'accord décisif a été joué par Recep Erdogan, qui, comme il s'est avéré, s'est vraiment fixé pour objectif de rétablir la justice dans ce pays du Moyen-Orient. Désormais, son influence dans tout le monde sunnite va clairement croître. Bien sûr, il est encore trop tôt pour parler de plans visant à établir le Grand Ouran, mais il ne fait aucun doute qu'une puissante entité géopolitique est en train de se former près du Caucase du Nord, avec la Turquie à sa tête. Et voici la question. Ramzan Kadyrov peut-il considérer Ankara comme un centre de pouvoir capable de légitimer sa subjectivité? Sans aucun doute. Le même député, Magomed Gadjiev, a raconté que le chef de la Tchétchénie possède un hôtel sur la côte d'Antalya. Et même Kadyrov lui-même a changé sa rhétorique envers la Turquie et l'a même visité. Et son fils Adam est apparu dans une série turque populaire. Et il n'y a pas si longtemps, Ramzan ne parlait pas seulement de manière peu flatteuse à l'égard d'Erdogan, il le menaçait en fait. Kadyrov a partagé son message sur Telegram. Il déclare que, je cite, « En Turquie, on protège des terroristes qui ont commis des crimes en Russie. Et ensuite, ils salissent sur Internet toute la direction du pays et de la République. » Le dirigeant de la région russe a menacé de riposter, notamment en réaction à l'élection en Turquie d'une statue de Djokhar Dudayev, premier président de l'Ichkérie non reconnu. La raison de ces menaces est claire. Sur le territoire turc se trouve un grand nombre de partisans de l'Ichkérie libre et de critiques du régime de Kadyrov. D'un côté, Erdogan ne s'est jamais exprimé ouvertement sur la libération de la Tchétchénie du joug russe, bien que sa position sur cette question soit claire. Le fait qu'en 1996, le premier parc Djokhar Dudayev ait été inauguré à Istanbul et que ce soit alors le maire de la ville, Recep Erdogan, qui l'ait ouvert, laisse entendre que le Caucase du Nord a toujours été et reste dans la zone d'intérêt de la Turquie. Pourquoi revenir sur l'année 96? Regardez comment aujourd'hui les médias officiels turcs couvrent la guerre russo-tchétchène, dont le début remonte à 30 ans. Ils parlent ouvertement des crimes de guerre du régime du Kremlin en Tchétchénie et du fait que personne n'a été tenu responsable de ces atrocités. Ils mettent délibérément, entre guillemets, la restauration de l'ordre constitutionnel, indiquant ainsi qu'ils ne reconnaissent pas la position officielle russe, et que le massacre en Tchétchénie était une crise constitutionnelle purement interne. Eh bien, comme vous le comprenez, le noyau de l'opposition tchétchène vit précisément dans le pays du croissant, et le fait qu'Ankara refuse d'extrader les Tchétchènes fugitifs vers la Russie indique clairement que le projet du Grand Ouran n'a pas été mis de côté pour longtemps, et que le Caucase du Nord doit s'y joindre. Mais ils trouveront des manœuvres de contournement, renverseront le régime, le sang sera versé, et la Turquie interviendra dans l'affaire. Il lui est avantageux de redevenir une puissance régionale, de se montrer comme partisane de la démocratie,
Voilà, elle aide à renverser les régimes dictatoriaux. En même temps, elle frappera les Kurdes qui sont au nord de la Syrie, au nord de l'Irak, à l'est de la Turquie. Et d'ici l'été, une guerre contre l'Iran pourrait éclater. Le Moyen-Orient va s'enflammer, entraînant notre Caucase dans le conflit. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué qu'une nouvelle guerre en Syrie serait bénéfique pour Poutine, détournant au minimum l'attention de la communauté internationale vers le Moyen-Orient. Mais la situation s'est déroulée selon le scénario le plus favorable pour le peuple syrien qui a fait entendre sa voix. Comme vous le comprenez, sans cela, le conflit aurait pu s'éterniser. Mais voici ce qui est encore intéressant. La Turquie tenait compte de Moscou, car Moscou disposait de leviers d'influence sur les points sensibles d'Ankara. Par exemple, Poutine menait une politique très équilibrée à l'égard des Kurdes, malgré leur coopération avec les Américains. C'est précisément la Russie qui jouait le rôle de médiateur dans les relations complexes entre Washington, Ankara, Damas et directement avec les Kurdes. La politique turque était complexe et multivectorielle. La Turquie savait qu'en cas de conflit avec la Russie, Moscou pourrait coopérer avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie en raison de ses actions dans le sud-est de la Syrie. En effet, après qu'un F-16 turc a abattu un avion russe et que Moscou a autorisé les Kurdes syriens à ouvrir une représentation à Moscou, Ankara a observé que la Russie livrait des armes anti-aériennes au Parti des travailleurs du Kurdistan. Recep Tayyip Erdogan devait tenir compte de la menace du Parti des travailleurs du Kurdistan, qu'il considérait comme le principal défi pour son État. Les Kurdes irakiens, l'autonomie, se sont retrouvés dans une situation très difficile. D'un autre côté, les Kurdes syriens se sont retrouvés eux aussi dans une situation très difficile. Les Kurdes turcs, quant à eux, se trouvent déjà dans une situation compliquée. Il y a aussi des problèmes avec les Kurdes qui se trouvent en Iran. La Russie et Bachar el-Assad se sont écartés de cette question. Pour la Russie, un allié stratégique comme la Turquie est important. Comme nous nous en souvenons, la Russie a eu d'énormes problèmes avec la Turquie il y a un peu plus d'un an. Après l'incident de l'avion russe abattu, les relations ont commencé à s'améliorer. C'est pourquoi la Russie a fait un pas en arrière et a pris du recul par rapport au conflit. Oui, après l'amélioration des relations avec Ankara, Poutine a reculé sur la question kurde. Mais Erdogan comprenait qu'une nouvelle escalade du conflit avec Moscou pourrait lui poser un sérieux problème. Mais maintenant, presque tout est terminé. Nous verrons encore le jeu de la Turquie avec les Américains. Est-ce qu'Ankara réussira à s'entendre avec Washington pour que ceux-ci abandonnent leur soutien aux Kurdes? Car cela dépendra de savoir si la Turquie permettra à la Russie de conserver ses bases militaires. Effectivement, la situation là-bas est plus complexe qu'elle n'en a l'air, mais c'est un autre sujet. Pour l'instant, considérons que le grand géostratège a été expulsé de Syrie et qu'il n'a plus les leviers d'influence qu'il avait auparavant. Et cela signifie que le sultan turc peut agir plus librement. Est-ce que cela signifie que la Turquie va promouvoir ses intérêts dans le Caucase du Nord? Eh bien, elle le fait déjà. Cela signifie-t-il que Kadyrov, conscient de sa vulnérabilité en cas de départ de Poutine, va chercher à se protéger? Cela signifie-t-il que la Turquie financera le séparatisme dans le Caucase? Probablement pas. Mais qui sait comment la situation évoluera dans un an, 2 ou 3? Regardez cette photo. Ksenia Shoigu est la fille de Sergei Shoigu, ex-ministre de la Défense et actuel secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Elle montre le salut du loup, le signe du groupe militarisé ultranationaliste turc, les loups gris. Ce sont précisément ces gars-là qui, après qu'un avion russe a été abattu par un F-16 turc, ont tiré en l'air sur le pilote russe qui descendait en parachute. Et il ne faut pas oublier que les loups gris ont combattu jusqu'en 1999 en Tchétchénie contre l'armée russe. Et voici Ksenia Shoigu qui fait ce geste, pour lequel on peut même recevoir une amende en Europe. Bien entendu, il n'y a pas de théorie du complot suggérant que Shoigu, étant touvinien, un peuple turc, travaillerait pour Ankara. Non, il s'agit d'autre chose ici. La Turquie, contrairement à la Russie, a réussi à former une idéologie qui est attrayante pour de nombreux musulmans modernes, et pas seulement pour eux. L'idée d'unir tous les peuples turcs résonne au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Il existe également des partisans du panturquisme en Russie. Actuellement, il s'agit d'une minorité marginale, mais à mesure que l'influence de la Turquie augmente, ce projet deviendra de plus en plus viable. Et le fait que Kadyrov, conscient que le règne de son protecteur Poutine est limité par l'âge biologique et qu'après sa disparition, il se retrouvera seul face au service fédéral de sécurité, le pousse clairement, non pas vers le séparatisme, mais vers l'acquisition d'un poids politique distinct.
et des soutiens extérieurs comme la Turquie ou les monarchies du Golfe Persique l'aideront certainement. Alors, Kadyrov répétera-t-il le destin de Prigojine ou celui d'Assad, ou sera-t-il plus malin que ces deux-là? Cela, bien sûr, nous le verrons encore. Des temps intéressants nous attendent. Est-il vrai que vous avez dit plutôt que chaque Tchétchène doit tuer 150 Russes pour aller au paradis? Non, j'ai dit cela en 95 ou 96 et j'ai appelé les Tchétchènes à en tuer autant qu'ils le pouvaient. Je n'ai pas dit 100, 150, 200, j'ai dit autant que vous pouvez. À l'époque, j'appelais au djihad, donc ce n'est pas un secret non plus, mais je n'ai jamais parlé de 150.